Bonjour à toutes et à tous. Je suis psychanalyste, art-thérapeute et bientôt formatrice à l'EFPP en art-thérapie au mois de septembre 2023. Je vous présente cette vidéo avec deux objectifs. Le premier, c'est de vous montrer les intérêts, les enjeux, les contenus de la pratique de l'art-thérapie. Et le second, c'est de développer le thème que le FPP a donné ce troisième trimestre, à savoir le langage du corps. En effet, il me paraissait vraiment pertinent d'aborder ce sujet du côté de l'art-thérapie, autant au niveau théorique que clinique, pour développer des ouvertures, des questionnements, et faire émerger des réflexions personnelles à ce sujet. Donc, je vais vous présenter le plan de mon exposé. Nous commencerons par le dispositif de la psychanalyse, puisque je suis psychanalyste en cabinet libéral, je vais partir de cette expérience. Ensuite, on verra comment on peut élaborer une réflexion à partir de la définition du terme le langage du corps. Je donnerai des exemples dans le domaine de l'art et enfin je parlerai de la spécificité de l'usage de l'art-thérapie. Donc, on pourrait dire que la psychanalyse a son dispositif propre, à savoir le fauteuil pour le psychanalyste et le divan pour l'analyser. Et que dans ce contexte, les deux corps sont isolés. Ils sont immobilisés, assis ou allongés, et chacune des personnes est bien présente, mais invisible à l'autre. Cette organisation a un but bien précis. Elle permet de mettre toute l'attention sur la parole et sur les mots utilisés par l'analysé. Chaque expression, chaque choix de mots est observé par le psychanalyste comme à la loupe, au microscope. Ce dispositif permet d'entendre ce qui se dit avec des mots, grâce à ces mots, derrière ces mots, entre les mots, et donc d'entendre aussi et peut-être surtout ce qui ne se dit pas. Le silence fait d'ailleurs partie intégrante du processus. Et ce silence n'est pas absence, mais bien présence. Il dit quelque chose. Il s'agit plus ici, dans ce dispositif, d'analyser les effets du langage, les représentations du corps, à travers ce que nous apporte le patient. Dans cette relation, il s'agit de se connecter entre inconscient, entre patient et psychanalyste. À la différence du médecin, qui lui sera plus à l'étude du corps réel dans sa dimension anatomique et physiologique. Dans les lapsus, la voix qui tremble, les marques de timidité, les hésitations, les blancs, les phrases qui ne se terminent pas, nous percevons que le corps donne à voir et à entendre quelque chose. Le corps représente une réalité du patient. Les mouvements du corps qui accompagnent les mots dévoilent en partie ce qui est encore inconscient pour la personne. Il y a de la communication non verbale dans les séances et le professionnel y sera très attentif. Comment le patient entre dans la pièce? Comment il s'installe? Comment est son apparence? Sa gestuelle, ses habitudes? Ou bien, au contraire, est-ce que quelque chose a changé entre les séances? Cependant, et c'est là mon angle de réflexion, c'est toujours en creux, en parallèle d'un être parlant qui est au centre du processus. C'est toujours par rapport à l'interprétation des signifiants. Ça se passe dans un cadre bien précis,
qui est celui de la psychanalyse. Donc, nous allons passer par les définitions pour comprendre encore davantage ce sujet. Je vous ai mis à l'écran la définition que j'ai retenue et qui me paraît la plus éclairante. Pour définir le langage, voici l'expression suivante. Capacité observée chez tous les êtres humains d'exprimer leurs pensées et leurs sentiments, de communiquer au moyen d'un système de signes mis en œuvre par la parole ou par l'écriture. À présent, voici 3 définitions plus précises encore et qui concernent davantage le monde de la création artistique. Ensemble des procédés utilisés par un artiste dans l'expression de ses sentiments et de sa conception du monde. Manière propre de parler d'un groupe social ou professionnel dans une discipline, un domaine d'activité. Je pourrais vous donner l'exemple du vocabulaire artistique ou vocabulaire administratif, par exemple. Dans les beaux-arts, procédés à l'aide desquels l'artiste exécute ses conceptions. Le dessin, la couleur, les traits constituent le langage de la peinture. Les intervalles, les accords, les notes, celui de la musique. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'ajouter la définition du mot langue, de manière à compléter celle du mot langage. La langue, c'est la collection des moyens d'exprimer sa pensée. Et le langage serait l'emploi de ces moyens. On comprend que s'il y a beaucoup de moyens, on peut finalement prendre ceux que l'on veut ou ceux que l'on peut et en faire quelque chose de singulier. Donc, il va y avoir de fait plusieurs langages possibles. C'est la nuance que l'on fait entre la langue française et le langage français. Et pour la même raison, on dira le langage des yeux plutôt que la langue des yeux. On peut aussi dire, par exemple, le langage des animaux. Ajoutons aussi la notion de communication. On parle quelquefois tout seul, mais ce n'est pas la norme. Il y a une adresse, il y a un autre. Communiquer, c'est établir une relation avec, c'est mettre en commun quelque chose. Cela fait directement référence à la nécessité de survie de l'être humain, son besoin de vie en communauté depuis l'aube de l'humanité. Le langage induit l'altérité. Ce qui ne veut pas dire que la communication est l'équivalent de la compréhension. On a vu dans les regroupements que ce n'était pas du tout la même chose. Donc le langage du corps implique qu'il ne s'agit pas uniquement de l'usage des mots, mais de tout un ensemble de signes envoyés d'un corps vers un autre corps. Le langage du corps est à l'origine du langage parlé. C'est une expérience archaïque. Dès les premiers jours de la vie, le bébé éprouve une multitude de modifications internes. Il décharge à l'extérieur ce qu'il ne peut pas absorber. Par exemple, il crie, il pleure, et la mère attentive ou la personne qui s'occupe de lui va répondre. C'est le début de l'intention de la communication qui petit à petit va faire communication. Pour conclure cette partie, j'ajouterai qu'il est encore difficile pour les scientifiques de dater précisément l'émergence du langage parlé. En revanche, il s'avère que son origine s'inscrit dans les premiers airs que la mère fredonne à son enfant pour le bercer. Les balbutiements de la langue parlée seraient donc un chant et probablement une berceuse.
le murmure du corps de la mère vers le corps du bébé, une transmission charnelle pour le rassurer, pour l'envelopper et ensuite dans le processus pour l'aimer. On pourrait même se poser la question, le premier langage du corps ne serait-il pas celui de l'expérience de la grossesse, au vu des échanges entre le corps de la femme et celui du fœtus, ce qui se retrouve ensuite dans la vie d'adulte, dans la constatation de la propension des femmes à faire du lien, à communiquer au sein des sociétés. Ainsi, le chant, la danse, le dessin sont bien antérieurs à l'apparition de l'écriture. Les premières peintures pariétales datent de moins 35 000 avant Jésus-Christ, quand l'écriture, elle, est très récente puisqu'elle date de moins 4 000 avant Jésus-Christ. En ce qui concerne le domaine de l'art, donc nous faisons cette constatation qu'il existe bien d'autres médiums que la parole et que les mots pour faire langage, que d'autres langages sont possibles, que d'autres signifiants vont pouvoir donner un nouveau lexique qui va servir à communiquer. Et c'est vraiment le cas dans la création artistique. Il reste évident que la pratique du mime, par exemple, de la danse, sont des disciplines où les corps expriment des émotions, racontent des histoires, interprètent des expériences de manière directe, sans filtre. À ce propos, j'avais envie de vous raconter la légende des apsaras. Dans la religion hindouiste, ce sont des créatures divines d'une grande beauté qui sont représentées et souvent gravées sur les murs des temples. Les dieux s'adressaient à ces danseuses sacrées pour délivrer un message aux rois et aux humains. Aussi, les danseuses transmettaient par des mouvements codifiés avec leurs mains, avec leurs poignets, les coudes, le cou, la tête, tous les mouvements possibles et variés du corps. Donc, grâce à ces mouvements, elles délivraient un message. Véritablement, leur corps était le transmetteur des messages. Donc, toutes ces combinaisons de gestes modifiés venaient à la place des mots, finalement, et les apsaras seraient tout simplement à l'origine de la danse classique indienne. Mais je suis plus à l'aise en art plastique puisque c'est mon domaine de compétence. Et en ce qui concerne le langage du corps, nous pourrons faire deux nuances aujourd'hui entre les artistes qui prennent leur corps comme médium et les artistes qui prendraient plutôt leur corps comme support. Donc, dans le premier cas, je voulais vous montrer l'œuvre de Jackson Pollock, un Américain, dans les années 50, qui réalise les peintures que vous voyez à l'écran. Vous connaissez probablement cet artiste. Donc, les critiques d'art ont nommé son travail sous le terme de action painting, littéralement peinture en action. Ce qui est intéressant, c'est que l'artiste lui-même expliquait que le processus créateur était plus important que la toile terminée concernant ses créations. Il serait entre la danse, l'expression corporelle et la peinture. Jackson Pollock perce un pot de peinture et fait couler le liquide en fonction de ses gestes et de ses mouvements sur la toile. Il utilise aussi un bâton ou un pinceau qu'il trempe directement dans le pot, puis laisse tomber les gouttes au sol, fait des giclures aussi amples ou serrées qu'il le peut, suivant les mouvements de son corps, les mouvements de son bras, les mouvements de sa main. Il travaille
au sol, il tourne autour de sa toile, il la couvre selon ses va-et-vient, marche même sur la toile quelquefois, et dans certaines, on voit clairement les traces de ses pas. Je vous montre une toile qui est exposée au MoMA à New York, très grande, puisque ces toiles sont souvent immenses, qui nous permet de voir à quel point ces toiles deviennent des all-over, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de début, pas de fin, que ces toiles définissent un espace vraiment particulier et un espace en soi. Il n'y a plus de perspective comme vous pouvez le constater. Tout est recouvert, c'est une véritable sismographie de son corps, du corps de l'artiste, des traces, comme une transe chamanique, ou bien aussi des titubations au rythme de ses consommations d'alcool ou autres. Jackson Pollock a conscience qu'il ouvre et qu'il lâche de l'inconscient. On pourrait même dire qu'il fait corps avec ses réalisations. Il y a quelque chose de lui qui s'exprime sans le comprendre vraiment et en appréhendant son côté intime et universel à la fois. C'est cela qui touche beaucoup le spectateur, happé devant une toile qui devient immersive. Donc le langage du corps dans l'art devient le style de l'artiste, sa signature. Les outils, les instruments, les matières, les couleurs, les gestes communiquent autrement qu'avec les mots. Une vision singulière, une lecture d'un monde autant intérieur qu'extérieur, expérimenté par un autre. C'est pour ça que cette expérience peut vraiment venir en résonance avec le spectateur et élaborer aussi pour lui sa pensée. Prenons à présent le sujet de Frida Kahlo. Donc, en ce moment, il y a une exposition à Paris qui s'appelle « Au-delà des apparences » et qui parle de cette artiste. Vous allez me dire encore elle, c'est vrai qu'on parle souvent de cette artiste. Quelquefois, on la voit partout, peut-être un peu trop, même dans des endroits saugrenus, comme des chaussettes par exemple. Mais dans cette exposition, on ne voit pas beaucoup de tableaux, quelques ex-voto de sa part, mais surtout des objets qui lui ont appartenu et des objets qu'elle a portés, qui petit à petit de l'exposition, on le comprend, la définissent et vont l'aider dans toutes les épreuves qu'elle a traversées avec son corps. Malgré ses souffrances en lien avec son accident, qu'elle a eu très jeune, à l'âge de 19 ans, ses multiples opérations, fausses couches, douleurs chroniques, confinement dans son lit ou dans son fauteuil roulant, Frida Kahlo n'a jamais négligé son apparence physique, bien au contraire. Ses bijoux, comme vous le voyez sur cette photo, ses vêtements issus des traditions mexicaines, ces différentes coiffures avaient beaucoup d'importance à ses yeux, comme si c'est bien cela qui la faisait tenir debout, comme si elle en faisait aussi une œuvre. Donc vous voyez que la créativité de cet artiste va au-delà de ses toiles pour aller à tous les moments, à tous les endroits de sa propre vie, y compris quotidienne. Ce qui m'a touchée dans cette exposition, ce sont les corsets et la manière dont elle se les est appropriés. Elle en a porté beaucoup. Ici, vous avez un corset qui est fait de sangles et quand vous le voyez, vous imaginez le corps de Frida Kahlo à l'intérieur. Il dessine les contours du corps de l'artiste et l'absence de ce corps signifie très fort la présence de ce corps.
Vous le voyez dans une toile qui s'appelle Autoportrait à la colonne brisée, que j'ai associée à l'image, où vous voyez une colonne dorique au centre de son corps qui reprend toute sa colonne vertébrale. Mais évidemment, vous voyez que cette colonne est de plusieurs parties et qu'elle est en train probablement de s'effondrer, ou en tout cas que l'équilibre est difficile à tenir. Vous voyez aussi des clous qui percent de part en part son corps. On imagine cette douleur que peut représenter ce clou dans la peau, et les pleurs aussi qui viennent dans le sens de cette souffrance. Le paysage désert qui prend toute la place de l'arrière-plan peut nous faire penser à son impuissance et à la solitude qu'elle peut ressentir. Et malgré tout, on a cette impression de droiture, de fierté. Elle nous regarde droit dans les yeux, la poitrine bien en vue, avec cette féminité associée aussi à cette fierté, avec cette chevelure, ces cheveux détachés. Donc Frida Kahlo a subi des dizaines d'opérations dans l'espoir de soulager les graves problèmes de santé impliquant sa jambe droite, sa colonne vertébrale et son appareil génital. Elle a été contrainte à de nombreuses reprises à porter des corsets différents qu'elle a décorés et transformés. Donc vous voyez ici la colonne dorique qui est reprise, et dans l'autre un autre corset qui est différent mais sur lequel elle a aussi peint le signe de ses influences politiques. Donc Frida Kahlo a réalisé beaucoup d'autoportraits. Elle y a développé une attention particulière et émancipatoire. Dans son œuvre, on voit que ses vêtements ont cette fonction. Ses coiffures et ses accessoires mettent en évidence, ils cachent et révèlent à la fois, ils dissimulent ses handicaps et en même temps, ils montrent ses capacités exceptionnelles. Sa résilience s'inscrit dans sa créativité. Elle a construit un vocabulaire visuel avec lequel elle a exprimé finalement sa souffrance physique et émotionnelle, tout en décrivant sa propre résilience et sa capacité à créer de la joie et de la beauté. Je ne suis pas malade, dit-elle, je suis brisée, mais je suis heureuse d'être en vie tant que je peux peindre. On voit ici que la création artistique devient pour certains artistes un espace d'expression nécessaire et indispensable, où tout peut prendre forme, exister, se déposer et se dire. Que ce soit des questions existentielles ou que ce soit des douleurs indicibles, que ce soit du domaine de l'intime. Et là, je vous ai mis le portrait d'une des compagnes de Picasso, qui s'appelle Le Rêve, qui est tout en rondeur, tout en douceur, avec des couleurs assez harmonieuses. Donc, de l'intime et en même temps quelque chose qui peut vraiment être universel. Ici, vous avez Guernica, toile extrêmement connue et qui touche beaucoup par sa capacité à nous montrer le conflit, la guerre, le désespoir, la souffrance, la mort, bien sûr, et potentiellement l'espoir qui est repris dans la lumière, la bougie, qui se trouve au centre, en haut du tableau. Donc dans ce dernier chapitre, je voulais parler de la place spécifique de l'art-thérapie et comment le langage du corps vient faire résonance ici. Car tout le monde n'a pas le statut d'artiste. Tout le monde ne peut interpréter sa pensée en signes. Tout le monde ne peut assumer le choix de mettre de côté l'expression en mots. Tout vient du corps, nous dit Freud. Force est de constater que le premier acteur de la vie psychique est le corps. La pathologie mentale qui se manifeste au sein des pensées, des actions, des sensations et dans le rapport à l'altérité se trouve par conséquent indubitablement inscrite dans la question du corps.
Ce cheminement commence avec les stimuli des perceptions, puis les sensations, puis les émotions, jusqu'à la construction culturelle des sentiments. Un des aboutissements est l'échange avec une autre personne, ainsi que l'élaboration de sa propre conscience et de sa propre pensée. Je vous montre l'exemple d'un travail que j'ai effectué avec une patiente. Quand les patients font appel à nous, c'est un grain de sable qui s'est introduit dans le processus et parfois bien davantage. Quelque chose s'est figé, s'est fixé, détérioré ou vient se répéter. Un état de fait que la personne ne peut plus laisser de côté. L'usage de l'art-thérapie est moins intimidant, peut-être beaucoup plus ludique et mobilise le corps. Les différents outils et médiums, les pratiques et leur infinité de combinaisons vont permettre de remonter les étapes du corps dans l'élaboration du sens. L'art-thérapie est du côté de l'action, de la mise en forme et de la mise en mouvement, et plutôt du faire que du dire. Cette thérapie touche la part infantile de la personne, la prend par la main pour l'accompagner vers un mieux-être. L'art-thérapie est indiquée quand les mots sont difficiles à trouver, car tout le monde n'a pas encore les mots. C'est le cas des enfants, des personnes porteuses de handicap ou des adultes en grande détresse. Elle peut permettre aussi de débloquer une situation qui deviendra plus conventionnelle par la suite. Donc, dans l'image que vous voyez à l'écran, c'était un travail sur les émotions qui a été fait avec les doigts. Et la personne n'avait pas vu l'oiseau qui se trouve à l'intérieur de la grande masse brune. Si vous distinguez la tête blanche et le corps plutôt foncé, c'est une personne qui a perdu son conjoint, avec qui elle a vécu et qui est en grande détresse actuellement. Le fait d'avoir travaillé et d'avoir d'une certaine manière pu avoir accès à des signes a pu permettre un peu de parler de choses, notamment de la mort, et rentrer dans ce processus de réamorcer quelque chose. Un autre exemple d'une patiente beaucoup plus jeune qui essaye de s'émanciper de ses parents. Et de comment quitter ses parents, comment commencer à vivre seul quand on a 22, 23, 24 ans. Donc je reprends. L'abaissement du mental en art-thérapie, s'opérant naturellement dans un travail manuel ou des exercices d'expression corporelle, favorise le lâcher-prise et nous sommes souvent étonnés en tant que praticiens des résultats rapides et intenses que cela peut provoquer chez un patient ou dans un groupe. Je n'ai pas le temps de développer dans ce format de la vidéo, mais je pense que l'art-thérapie permet d'apprendre le corps dans son ensemble, car il est vrai que corps s'écrit toujours au pluriel. Donc quand on parle de corps, il s'agit du schéma corporel, des capacités physiques, de l'image du corps. Les notions de narcissisme peuvent y être abordées dans leur production et les créations des patients. Cette étape permet un détour, un espace salvateur pour le patient qui rencontre des difficultés à s'exprimer par des moyens normatifs et conventionnels. N'oublions jamais que dans le soin psychique, la question de la rencontre entre deux corps reste intacte et reste centrale. Le thérapeute propose toujours des scénarios en fonction de ses propres investissements du corps en relation à l'autre.
L'art-thérapeute n'est pas à l'extérieur de la médiation, mais garant, impliqué et co-acteur de l'expérience. Il participe pleinement à l'atelier avec son corps et sa psyché en tant que sujet et en même temps en tant qu'objet pour symboliser l'expérience. Le corps de l'art-thérapeute devient aussi un médium. Ici, la personne était très dépressive quand elle est venue me voir. C'est pour ça qu'on n'a pas pu véritablement travailler de manière conventionnelle. Hein. On est passé par à peu près 6 à 8 séances d'art-thérapie pour revenir ensuite au dispositif fauteuil, divan, hein, dont je parlais tout à l'heure. Donc en conclusion, vous aurez probablement remarqué que tout au long de cette vidéo, j'ai utilisé des mots à l'oral et que je me suis servi du langage verbal pour vous parler du langage du corps. Vous n'avez même eu accès qu'à mon image, de surcroît mon image partielle, mon visage et ma voix à travers un outil numérique. Et en tout petit. L'utilisation des mots semble pratique et garde une dimension commune, précisément pour communiquer un message, une idée. Et les personnes qui sont en difficulté à l'oral le savent bien et c'est de ça dont elles souffrent. Hein. Cependant, il y a peut-être quelque chose d'antinomique dans le processus. Comment décrire avec des mots ce qui se passe dans le corps? Car le mot n'est pas la chose. Il ne peut recouvrir l'entièreté des ressentis, d'une émotion, d'une modification interne et singulière évoluant en chacun de nous. Le mot n'est pas la vérité. Il ne peut relater la vie psychique dans toute sa subtilité, dans sa réalité. Le mot est une limite, il est une butée. Mais dans le même temps, il nomme, il fait exister. Il demeure un point d'ancrage, une base. Un bain de langage devient une enveloppe. Dans cette logique, nous pourrions penser le langage comme un médium qui peut alors devenir créatif. Et c'est le cas, par exemple, dans la poésie. Le langage du corps possède et divulgue une part de notre inconscient. La communication non verbale reste majoritaire dans les échanges que nous avons. Nous voudrions la contrôler, nous voudrions la maîtriser de manière à lisser notre apparence dans notre rapport aux autres. Mais il n'en est rien puisque le langage du corps se parle à notre insu. Le langage du corps émane en nous, nous définit, nous dépasse parfois. Il peut faire souffrir dans le cas de symptômes. C'est une part archaïque, instinctive, mais que l'on a tendance à systématiquement évincer puisque la matérialité du corps peut rester un impensé dans nos civilisations occidentales, cartésiennes. En tous les cas, souvent pensées comme différemment de l'esprit. Mais le langage du corps a une portée tout aussi universelle, puisque l'inconscient reste commun à toutes les psychés. On peut parler de cœur à cœur et prendre quelqu'un dans ses bras et lui tenir la main. Ce langage du corps ne demeure-t-il pas le plus puissant des gestes pour faire civilisation ? Voilà, c'est la fin de cette intervention. Je vous remercie beaucoup de votre attention.
J'espère qu'elle vous permettra de nourrir une réflexion personnelle sur le sujet et vous donnera un aperçu du cours d'art-thérapie et des possibilités de l'art-thérapie dans vos pratiques. Je vous dis au revoir et à bientôt.